À quand remonte votre désir de jouer la comédie au théâtre et au cinéma? Je dirais que le moment qui a été un déclic, c'est quand j'ai vu Bureau de Peter Brook au théâtre des Bouches du Nord. À la fin du spectacle, j'avais été tellement emportée par ce que je voyais, par ce côté international finalement d'acteurs qui venaient du monde entier, qui parlaient avec des accents très très forts. Et avec la simplicité du décor, il n'y avait presque rien. Et à la fin, tout le monde s'est levé. Moi, je me souviens que j'étais au premier balcon. Ma mère m'y avait emmenée et la joie que j'ai ressentie, je me suis dit, si on peut donner cette joie-là, alors moi, je veux être là. Et ça a vraiment été un déclic à ce moment-là. Et quelles ont été les rencontres décisives au début de votre vie d'actrice? Alors, mes parents étaient dans le théâtre, donc quand même, ça a été très important pour moi parce que les coulisses du théâtre, les lumières, les odeurs, l'espèce de communauté d'acteurs, il y avait un côté famille dans l'idée d'une forme, d'un artistique. Et je crois qu'enfant, dès mes 2 ans, j'étais déjà attirée par ça. Ensuite, avec ma mère, elle avait un cours de théâtre dans lequel j'étais. Et il y avait une joie qui se dégageait de ces cours et qui fait que cette joie-là, j'avais envie de la perdurer, j'avais envie de la vivre dans ma vie et rentrer voilà, dans des mondes, chez des auteurs, comment créer entre l'extérieur, l'intérieur, enfin toutes ces questions-là m'interrogeaient, me passionnaient. Et puis c'est surtout la joie de vivre que ça apportait. Rendez-vous d'entrée Téchiné est votre premier grand rôle, et c'est un très beau film. Quel souvenir gardez-vous de ce qu'on pourrait considérer comme un acte de naissance cinématographique, d'une certaine manière? J'en garde un très beau souvenir, malgré la brutalité de certaines scènes, malgré le froid terrible. Il faisait -15, -20, et moi j'avais un impair et j'étais en jupe avec des escarpins. Donc je me souviens de ce côté rude du tournage, physiquement et émotionnellement. Je me souviens de André qui était toujours très très proche de moi, à me chuchoter dans l'oreille, à essayer de donner, voilà, d'être au plus proche de ces acteurs et donc de moi. Et puis cette confiance énorme qu'il m'avait donnée d'être dans un film pour la première fois et d'avoir un rôle important. Donc ça, c'était une sorte de consécration pour moi et qui s'est perdurée évidemment à Cannes. Puisque je n'y connaissais rien et donc j'ai appris ce que ça voulait dire à ce moment-là, d'être désirée finalement en tant qu'actrice. C'est troublant quand on revoit Rendez-vous, en fait, parce qu'il faut se rappeler que ce film qui vous a révélé au public, c'est un film qui raconte justement l'histoire d'une jeune comédienne qui fait l'apprentissage de son métier et qui est aussi une histoire d'éducation à la fois sentimentale et théâtrale. Est-ce que vous sentiez qu'il y avait une coïncidence entre le personnage que vous interprétiez et puis vous en tant Oui, tout à fait. que jeune comédienne? Mm. Et puis c'est vrai que tout au long de votre carrière, vous avez souvent interprété des femmes dont la vie est intimement liée à la création, ou à une discipline artistique. Est-ce que ce sont des rôles qui vous inspirent particulièrement? Oui, moi je pense que le désir de création, c'est un désir mystique, c'est un désir spirituel qui appelle au mystère de la création. On voit la création autour de nous, on est des êtres créés, on a été créés, mais à la fois c'est très mystérieux. Comment on peut sortir d'un ventre d'une femme et d'avoir une vie et je pense que le fait de se mettre en tant que créateur, en tant qu'artiste créateur, à tout, dans n'importe quelle forme, c'est mystérieux. Mais ça nous rapproche d'un état spirituel, à mon avis. C'est vrai que ça rejoint un peu ma question précédente, mais il y a eu Rendez-vous, il y a eu des films où vous jouez des actrices, mais c'est vrai que vous avez incarné à plusieurs reprises des femmes à des moments de leur vie où elles sont vues comme pas seulement comme des artistes, mais aussi comme des chercheuses, comme des créatrices, hein, que ce soit dans High Life, de George Sand, même La Passion de Dodin Bouffant. Qu'est-ce qui vous passionne en elles et comment vous abordez ces rôles-là? Alors chaque rôle est différent, parce que mon état de vie est différent, parce que la personne avec qui on va
créer le film, le metteur en scène, ou le chef opérateur, ou les acteurs, ou tout le monde, il y a une synergie qui appartient qu'à ce moment-là et à ce film-là. Donc je ne pourrais pas faire un package d'une réponse par rapport à des rôles pareils, parce que ça parcourt un chemin intérieur différent aussi. Je fais des choix. Il y a des rôles que je prépare beaucoup, d'autres que je ne prépare pas du tout, et je jongle avec ce que j'ai envie de faire aussi. C'est la part de, voilà, qui appartient à ce moment-là. Si vous êtes précis sur un film, je peux vous répondre. On va y revenir, on va approfondir sur plein de films, notamment sur Camille Claudet 1915 par exemple, ou d'autres films très forts. Et pour revenir à Rendez-vous de Téchiné, c'est un film qui entretient une relation pas si secrète que ça, hein, avec un autre très beau film de votre filmographie, c'est Sils Maria. Oui. Pour différentes raisons. Alors déjà, c'est un autre portrait d'une actrice, un autre âge de sa vie, et vous êtes bien sûr ces deux femmes. Et les deux films ont été écrits par Olivier Assayas, et Olivier Assayas était co-scénariste de Rendez-vous, il n'était pas encore cinéaste au moment où le film a été réalisé. Et le souvenir même du personnage de Nina de Rendez-vous, il réapparaît dans Sils Maria, puisque vous jouez une actrice qui va rejouer un rôle qu'elle avait interprété et à qui on propose de rejouer la pièce de nouveau, une pièce qu'il avait rendue célèbre quand elle avait 18 ans. Est-ce que c'est quelque chose qui a été conscientisé, enfin, dont vous avez parlé avec Olivier, parce qu'il avait forcément cette idée, d'une certaine manière, non pas de rendre hommage au film de Téchiné, mais à le prolonger, peut-être, avec vous? Alors, on a fait l'heure d'été aussi. Oui, je sais, oui. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un été, j'étais dans le sud-ouest, dans la maison de ma grand-mère. Et puis, j'ai eu cette idée de film avec 3 personnages féminins et d'avoir des points de vue un peu différents. Et bon, c'était vague, mais à la fois, c'était voilà... une idée, je me suis dit, qui pourrait faire ce film? Et je me suis dit, Olivier Assayas, parce que j'avais l'impression que sur l'heure d'été, moi, je l'avais raté, quoi. J'avais l'impression qu'il me fuyait, qu'il n'y avait pas eu ce rapprochement qu'on peut parfois souhaiter avec un metteur en scène, parce que c'est vraiment une collaboration, c'est un échange, on rentre à l'intérieur des prises ou des scènes au fur et à mesure, donc il y a vraiment quelque chose de vital et qui ça verticalise et à la fois, on rentre dedans. Et avec Olivier, j'avais cette frustration, donc je l'ai appelé, je lui ai dit, voilà, j'ai cette idée-là, je ne sais pas ce que tu peux est-ce que ça t'intéresserait d'y penser? Et il m'a dit, écoute, laisse-moi 15 jours, je vais réfléchir et s'il y a quelque chose qui vient, je te rappelle. Et donc 15 jours après, exactement, il m'a appelé, il m'a dit, je crois que j'ai quelque chose là qui m'intéresse. Et donc ce film, il est venu par ma demande, par ma demande, et à la fois, parce qu'il est ouvert comme ça, il aime bien les challenges, il aime bien être à l'écoute de ce qui se passe, qui ne viendrait pas forcément de lui. Et le fait que j'ai été actrice dans Rendez-vous, le fait que je suis actrice dans la vie, je crois qu'il a eu envie d'avoir une réflexion, mais à la fois c'est large, parce que Sils Maria, ça parle de plein de choses aussi. Mais il y avait l'idée à la fois, d'une certaine façon, d'une comédie, parce que c'est une actrice assez orgueilleuse et qui a du mal à vieillir. Enfin, il y avait tout ce pan-là de cette histoire, et à la fois de ces questions d'aimer, voilà, tout c'est un film très riche, c'est un film qui parle aussi du rapport aux images, qui parle du monde dans lequel on vit. Enfin, c'est un très très beau film. Ouais. Alors justement, oui, l'heure d'été, que moi j'aime beaucoup aussi, que je trouve que c'est une de vos plus belles réussites. C'est un film qui parle de la transmission, qui parle de la place de la culture, de l'art dans nos vies. C'est une histoire de famille, mais c'est aussi un prétexte pour parler des mutations de la société. Et vous êtes absolument lumineuse dans le film, et je suis étonné de ce que vous venez de dire par rapport au tournage, parce que moi j'avais l'impression que le tournage avait dû être aussi heureux, aussi harmonieux que le film peut le laisser penser quand les spectateurs l'ont vu et l'ont beaucoup aimé. Mais je ne me sentais pas proche d'Olivier. Olivier, il n'a pas ressenti ça, hein. C'est que moi, mais bon, c'est comme ça. Non, je me souviens souvent, j'ai demandé à Olivier, est-ce que je peux improviser là? Et il était très ouvert à ça, parce que je trouvais qu'on était trop
trop dans le texte, à dire les répliques des uns des autres. Et par moments, le fait de provoquer ça, d'aller vers une certaine liberté. D'abord, Charles Berling il est sauté dedans tout de suite, il a aimé. Et c'est vrai que ça donne une vitalité dans les scènes qui est intéressante. Ouais. L'idée de la lumière, justement, de la clarté, du sourire, c'est souvent des notions qui inondent les personnages que vous incarnez. Vous êtes souvent en quête de légèreté, y compris dans le drame. Ou dans je suis contente que vous disiez ça, parce qu'en général, on dit que vous êtes tragédienne, vous n'aimez que les films dramatiques. On va parler des comédies aussi. Vous faites pas assez de comédies. Mais je veux dire, même dans un film plutôt dramatique comme Rendez-vous, votre personnage, il oscille toujours entre l'ombre et la lumière, quoi, entre des choses... Non, je trouve que c'est quelque chose que vous incarnez magnifiquement dans des films... y compris dans les comédies d'ailleurs, je pense. Et d'ailleurs, la comédie, c'est quelque chose qui vous apporte quelque chose de différent, c'est quelque chose... Mais je crois que c'est pas comédie, c'est juste je crois qu'il ne faut pas penser comédie. Quand on joue une comédie, il faut penser sérieux, mais c'est la situation qui fait que ça devient comique. Ou quand on pousse, mais ça doit être vrai de toutes les façons. Donc, comédie, c'est pas... Quand je fais un film qui est censé être une comédie, je pense pas comédie, parce que sinon, on se plante. Mais la comédie, c'est sûrement quelque chose qui nécessite encore plus de précision, peut-être, encore plus par rapport aux situations, par rapport au jeu, pour justement créer ce... c'est dans l'écriture même, déjà. Il y a une écriture et il y a des personnages qui réagissent ou qui... Voilà, c'est dans les temps aussi entre nous. Par exemple, dans La Bonne Épouse de Martin Provost, c'est dans le rythme. Il était très, très à cheval sur le rythme, et il avait raison. Ou Décalage horaire de Daniel Thompson, où il y a vraiment, de votre part, vraiment la création d'un personnage qui change beaucoup, d'ailleurs, à l'intérieur du film. Mais à la fois, c'est une tragédie aussi. Qui est très triste aussi, bien sûr, qui a son lot de pathétique, mais qui est effectivement d'une grande précision dans l'interprétation et dans l'écriture. On a déjà parlé d'Olivier Assayas et d'André Téchiné, qui sont des rencontres importantes, mais il y a aussi beaucoup de collaborations avec des grands ou des grandes cinéastes avec lesquels vous avez tourné plusieurs fois. Est-ce que vous pourriez par exemple caractériser votre relation avec Claire Denis ? Puisque Claire Denis, ça a été peut-être une rencontre un peu retardée, enfin en tout cas, même si... Et finalement, vous avez tourné 3 films à quelques années d'intervalle, Un beau soleil intérieur, High Life et Avec amour et acharnement. Bon, on est heureux que finalement cette rencontre ait lieu et ait donné naissance à des beaux films. Et c'est surtout 3 films qui montrent, enfin surtout entre High Life et les autres, la grande diversité d'inspiration de Claire Denis, qui est vraiment... qui aime explorer des territoires un peu inusités dans le cinéma français, et qui d'ailleurs a une écriture cinématographique finalement très, très internationale, qui n'est pas du tout franco-française. Comment vous avez vécu cette rencontre, cette expérience ? C'est 3 aventures différentes. Un beau soleil intérieur, on ne se connaissait pas, donc je crois qu'il y avait toujours de l'humour par en dessous. Dans toutes les scènes, avec tous ces hommes différents au fur et à mesure du film. J'ai aimé aussi le rapport qu'il y avait entre Agnès Godard et elle, la chef opératrice, parce qu'il y a cette connivence, il y a c'est vraiment un parcours de vie entre elles deux et de cinéma. Mais c'était assez joyeux. Il n'y avait pas d'argent sur le film, donc on faisait avec ce qu'on pouvait. À la fois, il y avait un enthousiasme général de l'équipe, et ça, on est porté comme sur un navire, et les flots qui soutiennent. Et donc c'était, voilà, je crois qu'on s'est vraiment reconnus, Claire et moi. Sur High Life, moi j'aime particulièrement ce film parce que je trouve que d'abord c'est un regard sur notre société qui va dans le trou noir, et elle le fait avec humour et à la fois avec vérité. Ouais. Et puis j'aime l'approche de Claire, comment elle approche les scènes, comment avec son œil là, elle cherche les angles qui l'intéressent et qu'elle aime. En fait, elle a besoin de tomber amoureuse de ses plans et de ses personnages. Ouais.
Et ça, c'est très... C'est vrai que quand on est acteur, c'est important. C'est pas juste, on n'est pas... Il y a une vraie relation qu'elle a avec ce qu'elle filme. Et le fait de ce côté international, hein, de High Life m'a beaucoup plu aussi. Et puis on a répété, on a été faire des exercices d'astronomie, voilà. C'est un film très physique aussi. Très physique, donc on s'est plutôt amusé. Et moi j'aime particulièrement ce film, bref. Et le dernier, ça a été beaucoup plus dur. Ça a été même, ça a été pesant et extrêmement émotionnellement très difficile pour moi. Et c'est vrai que j'ai été déçue en fait de ce qui s'était passé sur le tournage, mais bon, ça fait partie de l'histoire des acteurs, des actrices, des metteurs en scène, de tous ceux qui sont voilà, au cinéma. C'est qu'il y a des moments qui sont plus durs que d'autres et il faut pas seulement résister, mais trouver un moyen de faire quand même vivre ce qu'on doit faire vivre et à la fois pas trop perdre de plume. On va passer à Bruno Dumont. Moi, Bruno Dumont, c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, et Camille Claudel 1915, je pense que c'est un moment important dans son travail à lui, et dans le vôtre aussi. C'est le début de l'internement psychiatrique de Camille Claudel, qui se retrouve dans un asile comme ça et qui va y mourir. Qu'est-ce que ça représentait pour vous? Comment avez-vous travaillé avec Bruno Dumont? Ça a été une vraie rencontre artistique? Oui, ça a été une rencontre artistique, oui. Et moi, je me rappelle, vous vous en souvenez pas, mais à Berlin, on s'était croisés. Très naïvement, je vous avais demandé mais comment Bruno Dumont dirige les acteurs. Il m'avait dit mais on ne dirige pas les acteurs. C'est autre chose. Je pense toujours, hein, après 40 ans de métier. Ben justement, parlons-en, parce que c'est intéressant de savoir que vous pensez qu'un comédien ou une comédienne peut apporter par son jeu quelque chose qui finalement peut échapper aussi au réalisateur. Mais il nous échappe à nous-mêmes, acteurs. Donc comment ça peut ne pas échapper aux metteurs en scène? Ça vous échappe aussi ou Bien sûr. Moi, je suis étonnée de ce qui se passe. Je me mets en relation avec quelque chose à l'intérieur de moi qui s'ouvre et après apparaît ce qui apparaît. Mais je ne contrôle pas l'émotion, sinon c'est la manipulation intérieure, c'est pas ce qui se passe. Pour moi, c'est une alchimie de par des confrontations... soit avec un texte, soit voilà, avec des circonstances, mais aussi des confrontations intérieures. Mais il y a on est surpris soi-même de ce qui se passe. On n'est pas maître, c'est laisser vivre en soi quelque chose qui doit apparaître. Donc avec la volonté, on arrive à certains trucs, mais c'est pas aussi beau qu'un jeu qui vienne d'une relation à soi, mais qui en fait, je pense vraiment que c'est par l'humilité, c'est-à-dire d'accepter de ne pas savoir, d'accepter de ne pas y arriver, d'accepter, c'est par en dessous en fait que viennent les choses. C'est un peu bizarre de parler comme ça, mais je pense que un acte artistique, quelque part, il vient d'un ailleurs, il vient d'une connexion qui ne nous appartient pas, mais dont on est témoin et qu'on peut former, qu'on peut aussi parce qu'on s'exerce. C'est aussi beaucoup de travail. Enfin, c'est aussi oui, le travail. Bien sûr, c'est une recherche, mais à un moment donné, il faut lâcher le travail. Il faut lâcher presque le... On peut avoir du désir, mais il faut lâcher la volonté. Le lâcher-prise est important. Oui. Ouais. Et par rapport à ce que vous venez de dire, est-ce que, d'une certaine manière, vous vous sentez aussi autrice de vos personnages? Peut-être pas forcément de la même manière que le réalisateur, peut-être à un autre endroit, mais est-ce que vous êtes créatrice, forcément, et aussi autrice un peu du film, enfin du personnage à l'intérieur du film? Je crois complètement, oui. Vous avez des doutes? Non, pas du tout, mais il y a aussi des directeurs qui sont justement très dirigistes ou qui vont peut-être... Oui, mais vous savez, le plus dirigiste, comme vous dites, ce serait Michael Haneke. Mais lui-même, il sait le rôle de l'acteur. Il connaît l'importance de l'artiste acteur. L'acteur, c'est pas un pion, c'est une personne et qui a
qui a une sensibilité, une voix, voilà, il se joue quelque chose en lui et c'est toute la fibre artistique de l'acteur qui fait le rôle. Évidemment, après, c'est monté, comment un film est construit. Alors ça appartient complètement au metteur en scène et au monteur, parce que c'est quand même c'est comme un personnage presque. Mais après, alors. Il y a des metteurs en scène, enfin, on ne peut pas parler d'une manière générale. On ne peut pas généraliser. C'est trop... Mais c'est vrai que moi, je voulais parler de Michel Haneke, et je pense qu'effectivement, il est peut-être perfectionniste, il est peut-être dans le contrôle, mais c'est aussi quelqu'un qui accorde une énorme importance aux comédiens, aux acteurs. Ah oui, parce qu'il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est, il sait ce que c'est que l'humain, que la matière humaine. Et puis lui-même, il a été... Oui, il a été acteur aussi, oui. Il a joué. Et ces personnages, ces acteurs, ne sont jamais des marionnettes. Enfin, ils apportent une dimension humaine. Alors même s'ils se méfient de la psychologie, je pense qu'il y a une humanité dans ces films qui passent beaucoup par les acteurs et les actrices. Pour revenir à Bruno Dumont, après Camille Claudel 1915, il y a un autre film tout aussi singulier, je dirais, mais dans un autre genre, c'est Maloute. Puisque là, c'est encore une étape, une surprise chez Dumont, puisqu'il est dans un film à la fois lyrique, bouffon, inquiétant, il s'essaye un peu burlesque, d'une certaine manière. Alors, vous êtes au diapason dans ce film, avec d'autres acteurs, comme Fabrice Lucchini ou Valéria Bruni-Tedeschi, une grande bourgeoise très excentrique, très perchée. Est-ce que vous avez exploré des nuances de jeu, une approche du jeu nouvelle, y compris pour vous, dans ce film? Pour Camille Claudel, Bruno n'avait pas de scénario. Enfin, il avait un scénario, mais il ne voulait pas le donner aux acteurs. Donc c'était un peu compliqué. Pour savoir comment, ce que j'allais raconter, ce que j'allais jouer, il m'a dit « mais non, mais ça va venir » et tout ça. Puis à un moment, je dis au restaurant, je dis « ce serait quand même bien que tu me racontes un peu l'histoire pour que je sache au moins vers quoi je vais ». Et donc il m'a raconté, j'ai écrit sur la petite nappe en papier du restaurant à Saint-Rémy-de-Provence, je crois, puisqu'on tournait là. Et donc j'ai noté en vitesse voilà, tout ce qu'on allait traverser dans le film. Et puis à un moment donné, il m'a dit ce serait bien que tu improvises la scène avec Paul Claudel, et que tu improvises aussi la scène avec le docteur. Et je lui ai dit, mais moi je ne parle pas comme Camille Claudel, je ne suis pas née au même siècle, on n'a pas la même éducation. Et donc, il m'a proposé de prendre les lettres. Il m'a donné des lettres de Camille et il m'a dit, voilà, il faudrait ça, mais improviser. Donc, j'ai dit, ah oui, tu veux que je mélange mon vocabulaire et celui de Camille? Il m'a dit, oui, oui. Donc, j'ai commencé à écrire, moi, je lui ai envoyé un mail avec un mélange. Et il m'a dit, mais ce mot-là... c'est pas ce que dit Camille, et ce mot-là non plus, c'est pas Camille. Je dis, ah bon, donc tu veux exactement la lettre, mais une sorte d'improvisation. Il me dit, oui, c'est ça. Donc, tous les paradoxes de Bruno Dumont. Voilà. Et donc, on a tourné ça. Bon, je vous passe les détails parce que sinon, ça prendrait trop de temps, mais je me souviens qu'à un moment donné, pendant le tournage, il m'a dit, en fait, je m'ennuie, parce que j'ai rien à te dire. Donc le Pygmalion qu'il avait rêvé d'être, il n'a pas pu vraiment le vivre sur ce film-là. Mais à la fois, je crois qu'on s'est vraiment bien entendu. Vraiment, moi j'ai eu beaucoup de même si c'était difficile et j'en tremblais. Hein, là, pour le premier mois de tournage, j'avais des cauchemars terribles. Je me réveillais en pleine nuit, en sueur, parce que toute cette histoire, elle me hantait un peu. Et puis au bout d'un moment, au bout de la moitié, ça a complètement changé. J'ai une espèce de... J'étais presque en liesse totale de jouer Camille, parce que ça avait pris un autre chemin. En osmose avec elle? Oui, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de remettre en vie quelque chose. C'est ce que j'ai ressenti. Oui, parce que c'est une femme qui avait été cachée, qui avait été effacée, quoi. Et c'était une manière de revenir dans sa maison, de la redonner la vie, quoi. Oui, elle voulait toujours revenir dans la maison de sa mère, là, de son enfance. Et il s'est trouvé en fait que 15 jours après la fin du tournage, j'étais en train de jouer à Reims.
Et j'ai réussi à joindre la famille de Camille Claudel. J'étais en contact avec le fils ou petit-fils de sa sœur, et j'ai pu rentrer dans la maison de Camille. Et donc d'aller toucher les meubles. Vous êtes rentré à la maison à sa place. Les escaliers, enfin la rampe d'escalier, de monter. Là où elle avait sculpté au tout début comme jeune fille. Enfin, ça a été très très fort pour moi. Et c'est vrai qu'il y a des... Comme ça, il y a des rencontres qui se font et qui sont exceptionnelles, qui vous changent la vie pour toujours. Et Maloute, qui était vraiment... Et d'ailleurs, je me souviens que quand on se dînait régulièrement ensemble, Bruno, toutes les semaines, on se voyait. Et voyant qu'on était dans une tragédie terrible avec Camille, je lui dis, mais il faut faire une comédie après tout ça. Bah, il vous a écouté. Et donc, je ne sais pas si c'est à cause de ça, mais en tout cas, Maloute, pendant la préparation, parce qu'on a essayé les vêtements, et la costumière est absolument géniale. Elle a une façon, par exemple, de préparer les vêtements qui font que quand on les met, ben, on est dedans. C'est parce qu'elle les travaille, elle contre le sol, enfin, et les costumes de Maloute, il y avait toute cette folie déjà dans les tissus, dans les choix, dans les couleurs et tout. Et donc, je me souviens d'un essayage, et moi j'étais sur un autre tournage, donc pas complètement à 10 000 lieues de Maloute. Et il me dit, bah alors comment tu vas le jouer? Vas-y, fais-moi un essai. Comment tu vas le jouer? Vas-y, dis-moi. Je dis, mais écoute, j'en sais rien. Et à la fois, je me suis dit, je vais me faire virer, quoi. Il a une façon de me demander d'avoir un résultat immédiat. Et je dis, écoute, j'en sais rien. Et puis en fait, 1 mois et demi après ou 2 mois après, quand on a joué, on s'est vu. Je suis arrivée la veille du tournage, ce qui m'arrive jamais, mais enfin là, c'était comme ça. Et on a dîné ensemble, et il était complètement décontracté. Il ne m'a pas posé une question de comment j'allais dire les textes, comment j'allais faire. Et puis voilà, dès le premier jour, ça a pris et on s'est bien marré. Vous avez fait... Et c'est la première fois que j'ai vu Bruno, parce qu'il était dans une espèce de petite maison noire, là, parce que avec la lumière de dehors, on ne peut pas voir le combo pour vérifier les scènes. Et il était dans sa petite cabane noire, et je me souviens de l'avoir vu dans une des impros avec Lucchini, parce qu'il m'avait demandé d'improviser comme ça. Donc je gênais Fabrice Lucchini, qui essayait de dire son texte, et moi, comme je faisais un peu d'une espèce de bouillie de langage, parce que mon personnage avait reçu quelque chose, je crois, c'est vrai, dans la figure. Et je me souviens de Bruno qui est sorti de sa cabane, mais hilar, c'est-à-dire il essayait de s'étouffer pour pas faire de bruit. J'ai réussi à faire rire Bruno Dumont. Oui, c'était quelque chose. Vous avez fait avec Léos Carax deux grands films, 2 films marquants de l'histoire du cinéma français, Mauvais sang et Les Amants du Pont-Neuf, ce qui ont 2 grandes histoires d'amour. Quel fut votre investissement d'actrice? Alors j'imagine qu'on imagine immense dans ces 2 films qui sont 2 mélodrames traversés par des fulgurances poétiques. C'était vraiment 2 films qui ont vraiment marqué les gens et qui continuent de marquer les gens dans le monde entier. Ça a été deux expériences intenses. Oui, très différentes, complètement différentes. Mauvais sang, Ce que j'avais aimé, c'est qu'il avait Léos et Jean-Yves Escoffier, qui est son chef opérateur, et avec Alain Dahan, à l'époque, le premier producteur, ils ont inventé une façon de tourner un film. C'est-à-dire qu'on tourne sur une longueur, que les gens soient moins payés, mais comme on travaille plus longtemps, finalement, les gens les techniciens s'y retrouvent. Et donc, on était dans un énorme lieu qui avait été consacré à cette... en banlieue, c'était consacré pour le décor de Mauvais sang. Et moi, j'ai rentré dans un univers, j'avais vu Boy Meets Girl et j'ai été complètement fascinée. Et j'étais très heureuse de faire partie du projet, et à la fois un peu l'aventure avec le saut en parachute, avec la montgolfière et toutes les aventures de la montgolfière. Je vous passe les détails, mais c'était quand même assez rocambolesque.
Et puis voilà, l'envie de lui plaire, de m'offrir à tout ce qu'il il désirait quelque part. J'avais envie d'être acceptée par lui, aimée par lui et filmée par lui. Donc c'est très, très spécifique à ce film-là. Et puis la relation entre Jean-Yves et lui était très belle aussi, très émouvante, avec le chef décorateur Michel Vandestien, qui a aussi donné toute cet art de filmer. Voilà. Je suis tenté de rapprocher deux grands cinéastes avec lesquels vous avez réalisé des chefs-d'œuvre, en tout cas des titres assez essentiels de votre parcours cinématographique et puis du cinéma tout court. C'est Krzysztof Kieślowski et Abbas Kiarostami, parce que c'était deux grands cinéastes qui ont fait ces films avec vous loin de leur pays, pas dans leur langue. Et en même temps, ils ont porté avec eux leur héritage culturel, leur pays, leur façon de voir la vie, leur morale, leur philosophie, qui sont propres à la Pologne pour l'un et à l'Iran pour l'autre. Et je pense que vous leur avez apporté beaucoup, qu'ils ont eu envie de vous filmer. Et qu'est-ce que vous avez vécu et appris au contact de ces deux grands artistes ? Est-ce que c'était une vision du cinéma? Est-ce que c'était des méthodes de travail radicalement différentes de celles que vous connaissiez, d'appréhender le cinéma? Chacun est différent. Il n'y a pas une façon de filmer. Franchement, c'est ça qui est beau. Kieślowski ne voulait faire qu'une prise. Il fallait vraiment, je ramais à chaque fois pour en faire une deuxième. Dès qu'il y avait un problème technique, il voulait bien refaire une prise, mais pas avec les acteurs. Et c'était très frustrant pour moi au début, donc je me battais. Et j'y arrivais à peu près. Et à un moment donné, je suis tombée malade en plein milieu du tournage, parce qu'il y avait des courants d'air, il y a souvent des courants d'air. Et parce qu'on s'installe rapidement dans un lieu, et puis c'est assez précaire, et donc on peut tomber facilement malade sur un tournage. Mais après ça, j'ai arrêté de me battre, parce que j'avais plus la force de me battre. Mais il y avait... Bleu, pour moi, c'était un film, un tournage très... finalement léger, facile, malgré le thème du film, où dans l'histoire, je perds mon enfant et mon mari dans un accident de voiture, mais peut-être parce que j'étais prête aussi. Je crois pas qu'il savait grand-chose du jeu, si je puis dire, parce que parfois je les taquinais, parce que... c'est vraiment un monteur génial. Oui, un monteur. Et puis de trouver les histoires spécifiques, de comment raconter une histoire. Et ça, c'est vraiment son talent. Sur les acteurs, je pense qu'il savait s'il aimait ou il n'aimait pas, mais de trouver le chemin. C'est peut-être pour ça qu'il avait envie de faire qu'une seule prise. C'était une façon de... Il s'intéressait davantage à la composition, oui, à la forme. Oui, c'est ça. Et alors, je me souviens d'avoir taquiné, une fois je descendais des escaliers, et on était d'accord pour faire une deuxième prise ou une répétition, et je lui dis, tu sais pourquoi c'est différent? Il dit non, je sais pas. Donc c'était intéressant pour moi de voir ce qu'il pouvait voir, ce qu'il voyait et ce qu'il ne voyait pas. Mais quelque part, bon, chacun son taf, chacun son métier. Mais non, mais il était... Kieślowski, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'est quelqu'un de doux et une intelligence de cœur, quoi. Franchement, c'est ça. Il disait souvent kurba, kurba. Et à un moment donné, je lui dis, mais ça veut dire quoi, kurba? Il m'a dit, non, on va pas te traduire. Vous savez ce que ça veut dire maintenant? Oui. Et Kiarostami? Et Kiarostami, ce qui était beau, c'était qu'on était à Lucignano, en Italie, et on a tourné dans un village, et le village, en fait, c'était comme un studio, finalement, parce qu'il était tout petit, et on a tourné en chronologie.
Et au début du tournage, il m'a montré, en fait, c'était le temps des VHS, il avait tout filmé avec sa première assistant, avec la traductrice Massoumé, avec son producteur Charles Gilibert, enfin, délégué à l'époque. Et il avait en fait filmé tout le scénario. Il avait, avec ces 3 personnes qui lisaient le scénario, et il a tout monté et il nous a montré cette bande VHS à l'acteur et moi. Et en fait, on a vu tout le film. C'est la maquette du C'était la film. maquette du film. Ouais. C'était génial, j'ai trouvé, parce que c'est la première fois que ça m'arrivait de voir le film avant de le faire. Et ça m'a fait comprendre d'ailleurs qu'on arrivait vraiment dans une sorte d'entonnoir. On arrive à la fin à la chambre et à la salle de bain. Mais le tournage, il a été très, très facile. Très facile. Limpide. Limpide, ouais. La recherche de l'amour, c'est une quête que traversent souvent vos personnages. Alors bon, toutes les grandes histoires d'amour qu'on vient d'évoquer, mais dans un film que Celle que vous croyez, de Safi Nebou, vous interprétez magnifiquement une femme qui passe de la dépression à une forme d'effervescence amoureuse grâce à ce faux profil qu'elle va créer sur les réseaux sociaux, mais qui reste tout de même enfermée dans la solitude parce que c'est une fausse relation. Elle se retrouve piégée dans une spirale de mensonges. Vous êtes très attentive à interpréter le sentiment amoureux, mais sous toutes ses formes, et aussi suivant les époques et les lieux. Et là, on est dans une représentation très, très contemporaine, finalement, très, très, très juste. C'est ça qui vous avait séduit dans le rôle? Ben, quand j'ai lu le scénario, j'ai été vraiment à l'intérieur de ce labyrinthe. C'est une sorte de thriller aussi. Ouais, d'enfer, et de cette schizophrénie voilà, entre le fait de refuser le temps qui passe, de créer, parce qu'il y a 3 histoires, de créer. Il y avait 3 histoires qui se recoupaient. Et c'est ça qui m'avait fascinée. Et j'ai trouvé que le scénario était bien écrit et ça m'a donné envie. On parlait des métiers d'actrice, de créatrice, d'artiste que vous avez interprété, mais quand on revoit toute votre filmographie, on voit que ça constitue un tableau de la place de la femme dans la société, mais aussi au sens professionnel du terme. Comment s'accomplir dans une profession, c'est quelque chose qui vous intéresse, jouer des femmes dans différentes conditions, qu'elles soient esthéticiennes ou femmes au foyer ou artistes ou journalistes. En quoi est-il important pour vous de montrer le rapport des femmes au travail au cinéma? Alors moi, je ne le prends pas d'une façon extérieure. Quand je lis un scénario, c'est pas le travail qui m'intéresse du personnage, c'est plus son parcours intérieur, sa transformation, par quoi elle passe, quelle est sa transformation. Maintenant, le métier même, pour moi, c'est secondaire. Donc, j'ai pas d'avis, enfin, de politique. Je fais pas un choix politique quand je fais un film. Sur la représentation de telle ou telle non, il y a des sujets qui m'intéressent, évidemment, dans Ouistreham, de cet écrivain qui se cache et qui va avoir l'expérience. Qu'est-ce que c'est d'avoir l'expérience de quelqu'un qui travaille du matin jusqu'au soir, qui a besoin de comprendre, ou quand j'avais fait un film de John Bowman en Afrique du Sud, de cette femme qui est journaliste finalement et qui descend en fait dans l'horreur de l'apartheid. Donc il y a des sujets politiques qui m'intéressent, mais disons que c'est pas... Ce qui m'intéresse, c'est l'expérience humaine et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est plus... Qui est une autre forme d'engagement, enfin, qui est oui, aussi... tout à fait, oui. Alors je sais que voilà, un acteur ou une actrice, c'est pas seulement une bouche qui parle, c'est aussi un corps qui se déplace et qui bouge. Éventuellement. C'est mieux. Mais c'est vrai que je trouve que le corps, enfin le mouvement chorégraphique du corps dans votre travail, dans vos films, occupe une place particulière. Vous avez aussi dansé. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a très vite passionné? Est-ce que c'est quelque chose pour vous qui est
qui est plus délicat, plus passionnant, qui occupe une place très importante dans votre travail? La vie, c'est le corps et quelque chose à l'intérieur Quelque du chose à corps. l'intérieur, oui. Donc, il y a quelque chose qui doit se rencontrer. Et le corps, il est plein de vie, mais... Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est entre l'intérieur et l'extérieur. C'est toujours cette rencontre de matière et d'esprit qui doit être vivant, qui doit être vrai, qui doit marcher ensemble. Si on met que son esprit et qu'on laisse... on marche que avec son esprit et qu'on laisse tomber son corps, il y a un truc qui ne va pas. Ou si on n'est que sur le corps et sur la matière en oubliant l'esprit, ça ne va pas non plus. Donc, il y a un moment donné, ça doit se rencontrer. Et il se trouve qu'en tant qu'acteur, on est vraiment au cœur du sujet de l'humain. C'est comment on incarne, comment on recrée en incarnant la vie. Donc, les émotions, les pensées, les sensations. Et pour moi, c'est vrai que d'avoir compris à un moment donné que si on part de la sensation, à ce moment-là, on n'a plus rien à faire. C'est parce que c'est la sensation qui parle, qui fait qu'on est. Mais il faut que son être, sa pensée, soit dans cette sensation. Oui. Et à ce moment-là, il se passe vraiment, c'est ce dont on parlait au début. La pensée participe à la sensation, c'est pas seulement le corps, c'est pas seulement une sensation. Oui, mais c'est la physique. rencontre des deux à partir de la sensation. Si on laisse venir la sensation, à ce moment-là, il y a quelque chose qui parle et qui est vrai. Et où on n'est pas dans à essayer de prouver. Pas dans la performance. On n'est pas oui, c'est dans ça. la performance. Exactement. Et c'est ça qui est magique, c'est quand c'est le corps qui parle, mais avec la conscience. Et pour moi, c'est le suprême de l'art. Et c'est dans toute forme artistique. Oui. C'est pas... Ça peut être dans mais une je pense qu'en science, ça doit être la même chose. C'est qu'il y a une chose qui arrive, d'évidence, on a trouvé quelque chose, parce que son corps et son désir s'est tellement élevé à un endroit, à un sommet de nous-mêmes, qu'il y a une rencontre et qu'on trouve. Le corps l'a compris en le ressentant, la sensation. Ouais. Est-ce que vous voyez, si vous y réfléchissez ou pas d'ailleurs, une continuité même inconsciente, et certainement inconsciente, dans les rôles que vous avez incarnés? Je ne sais pas, j'en sais rien. Je ne sais pas si en fait j'ai envie de savoir trop non plus. C'est votre vie, c'est vos rencontres. Oui, parce que on peut se tromper en analysant, parce qu'on part avec sa tête, avec des idées. Et pour moi, c'est plus être libre de dire oui à un projet qui m'étonne, où j'ai envie de tenter, où je ne suis pas sûre, mais tant pis, j'y vais. Ou alors, c'est évident, parce qu'avec ce metteur en scène-là, ça va être forcément passionnant. Donc, c'est ce que fait la vie, c'est peut-être ça la continuité, c'est votre liberté, c'est votre liberté en fait, c'est la liberté. Oui, c'est pas trop programmé, mais au contraire, se sentir libre de dire oui, c'est un privilège et à la fois, chaque étape, chaque film, et il y a une entièreté à avoir, donc il y a forcément du travail derrière. Une responsabilité au travail. Oui, et même s'il n'y a pas le même travail, parce que parfois, moi, ça m'est arrivé de plonger dans un film sans avoir préparé, parce que c'était un choix. Ça faisait partie du projet. Ça faisait partie du projet. Mais j'ai adoré tenter, par exemple, le film de Hao Xiaoxian. Oui, j'y pensais justement. Oui, parce que là, c'est une plongée sans filet, non? C'est ça. Mais le filet, c'était sa joie, quoi. Oui, son bonheur de faire le film. C'est le bonheur de faire le film, c'était ça le filet. Et de préparer avant. Parce que le décor, on l'a préparé, je ne sais pas, pendant un certain temps, pendant 3 mois. Le voyage du ballon rouge, c'est ça? Pardon? C'est le voyage du ballon rouge? Oui, voilà, c'est ça. Et j'étais très étonnée de sa précision sur le lieu, créer le lieu des personnages. La topographie du film, enfin. Oui, le lieu, que dans le frigidaire, il y ait absolument ce qu'il faut, que dans les tiroirs, il y ait absolument ce qu'il faut, enfin, tout était assez précis. Il m'a demandé d'arriver avec des valises, avec des objets pour faire me sentir chez moi. Et donc, il y avait une prise
c'était tout improvisé et à la fois il y avait une espèce ça venait comme tout était en place. Oui, tout était précis, tout Ouais. était en place. Ouais. Ouais. Est-ce que votre travail d'actrice vous a donné des envies de mise en scène? À la fois, c'est étonnant parce que quand on joue, quand on travaille, je dirais pas, enfin, on participe à la mise en scène, c'est normal, on est dedans, donc à un certain travail de la mise en scène, pas tout évidemment, parce qu'on n'est pas à la table de montage. Vous êtes autrice quelque part du film. Oui, oui, mais c'est normal. De toute façon, c'est un travail de groupe, collectif, donc même si à l'arrivée, on doit avoir un capitaine de bateau, sinon voilà. Mais oui, évidemment que j'ai envie. Et à la fois, il faut laisser le temps au temps. Bien sûr. Merci beaucoup, Juliette Binoche. Merci, merci.